Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal. Les efforts du Cameroun pour le maintien de la paix dans le golfe de Guinée, salués ce vendredi à l'immeuble Étoile. Le secrétaire exécutif de la Commission du golfe de Guinée était reçu en audience par le Premier ministre Philémon Yang. Le Cameroun a ses premiers sénateurs de la législature de 2018, 70 sénateurs élus dans le respect de la loi et des principes démocratiques. Bilan du scrutin dans ce journal. Et puis en sport, 21e jeu du Commonwealth à Gold Coast en Australie. La Team Cameroun a enregistré ses premières victoires en boxe ce vendredi. Le point de la compétition avec nos envoyés spéciaux vers la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Il y avait audience ce jour à l'immeuble Étoile. Le Premier ministre Philémon Yang recevait le secrétaire exécutif de la Commission du golfe de Guinée. Florentina Adekiné est venue dire sa gratitude au gouvernement camerounais pour sa contribution au maintien de la paix dans le golfe de Guinée. Le compte rendu de Laurentine Bekono. Le golfe de Guinée, réputé pour sa position stratégique, représente l'espace maritime situé à l'ouest du continent africain. Il inclut généralement une dizaine de pays côtiers bordés par l'océan Atlantique. La zone est très riche en ressources halieutiques, pétrolières et gazières, d'où la piraterie maritime qui constitue une menace sérieuse à la paix et à la stabilité. Ainsi présenté, le golfe de Guinée constitue ce que l'on pourrait appeler le domaine de définition de la commission du même nom. Une commission qui va s'occuper de tous les problèmes maritimes au niveau stratégique, pas opérationnel, et en incluant les experts des États membres pour discuter de ce problème, pour chercher des résolutions à ce problème, pour que chaque pays membre, même s'ils ne font pas la même chose, au moins ils auront plus ou moins le même niveau d'attaquer ce problème-là. Au regard de son ancrage dans le golfe de Guinée, le Cameroun est appelé à jouer un rôle important et la Commission n'en attend pas moins. Le Cameroun nous a donné un grand soutien. On est venu ici d'abord pour remercier le président et le gouvernement du Cameroun pour nous avoir donné ce soutien et aussi pour les encourager de continuer à donner le soutien qu'ils ont déjà donné en participant à toutes nos réunions à un niveau approprié. C'est-à-dire si c'est une réunion des experts, il faut qu'on nous envoie des experts qui se connaissent dans la matière qu'on va discuter. Comment s'épanouir dans un pays où ces eaux devenaient dangereuses pour la libre circulation des biens et des personnes? Une préoccupation qui a alimenté cette audience avec le Premier ministre Philémon Yang. La secrétaire exécutive de la Commission du golfe de Guinée a également partagé l'intérêt commun que portent tous les États membres de la CGG et renforcé la confiance mutuelle favorable au développement et au maintien du climat sécuritaire. Le secrétaire exécutif de la Commission du golfe de Guinée qui prenait part jeudi à la deuxième session ordinaire de la réunion des hauts responsables du Centre interrégional de coordination, réunion qui a abouti à de nombreuses résolutions visant l'opérationnalisation effective et efficiente de cette institution qui a pour mission principale la sécurisation des espaces maritimes dans le golfe de Guinée. Les détails avec Pierre Evembe. Né au sommet de Yaoundé en 2013, sous le leadership et l'engagement constant pour la paix et la sécurité internationale du président Paul Biya, le Centre interrégional de coordination CIC est au garde à vous pour sa montée en puissance dans ses missions de sécurisation des espaces maritimes au golfe de Guinée. Il faut se féliciter que le directeur général actuel quand même du CIC ait pu, avec un minimum de moyens, fonctionner quand même plus de, je dirais, 12 mois presque, pour un budget qui était prévu pour 6 mois. Ce qui nous a donné le temps, peut-être, de prendre les dispositions, surtout en cette période de crise, pour pouvoir organiser nos différentes réunions. Un vent chaud et nouveau souffle désormais dans l'évolution de l'opérationnalisation du CIC, avec ce passage de témoin à la tête de la traditionnelle réunion annuelle des hauts responsables.
Le secrétaire général de la CEAC, son Excellence Ahmad Alammi, remet le maillet au général Francis Awagbe Béanzin, représentant la CEDEAO pour une poursuite aux couleurs de l'Afrique de l'Ouest de l'action coalisée contre le crime organisé en mer. Je prends, moi, l'engagement en tant que président de la réunion annuelle des hauts responsables du CIC de faire très rapidement cette réunion-là, des bailleurs de fonds. Ils sont très nombreux que nous devons mettre ensemble pour que des objectifs communs de sauvegarde de nos côtes maritimes soient réalisés. Là où les espaces maritimes sont sécurisés, le développement suit. Le Centre interrégional de coordination entend montrer ce que les États africains sont capables de faire dans la protection de leurs propres espaces. Le 2 avril dernier, 12 touristes italiens et suisses étaient enlevés dans la région du sud-ouest par des individus armés avant d'être libérés quelques heures plus tard à la suite d'une intervention salutaire des forces de défense et de sécurité. Au moment où l'immense majorité des compatriotes salue l'heureux dénouement de cette prise d'otage, une polémique agite certains médias et réseaux sociaux, une polémique qui remet en question et en cause la bravoure des forces de défense spéciales et l'évidence même de cette prise d'otage. Yves-Marc Mediou. Les 12 touristes italiens et suisses, fraîchement tirés des griffes de leurs ravisseurs et qui, tout sourire, posent pour la postérité aux côtés de leur libérateur au poste de commandement du Bir en Manfé dans le sud-ouest. Des clichés qui marquent le happy end d'un scénario catastrophe projeté par des criminels qui écument cette partie du pays depuis quelque temps. Des images surtout qui viennent balayer d'un revers de la main une polémique volontairement créée et entretenue par quelques-uns pour remettre en question l'opération militaire menée le 2 avril dernier dans le sud-ouest par nos forces spéciales et pire, à questionner l'évidence même de cette prise d'otage dont on salue aujourd'hui l'heureux dénouement. Pourtant, de sources dignes de foi, les choses n'auront pas été simples. Entrés régulièrement dans notre pays à partir de la localité des Corks, frontalière du Nigeria, les 12 touristes vont décider, sans solliciter une escorte de protection, de se rendre dans les lacs jumeaux situés à proximité de l'arrondissement de Ngouti. Et c'est durant leur trajet qu'ils seront interpellés par une bande d'individus armés et cagoulés dans un bosquet menant au village Mungondor. Sous la menace d'armes à feu, ils seront conduits dans ce village par leurs ravisseurs qui vont par la suite procéder à leur identification et à la confiscation de leurs biens, clés de voiture et documents officiels. Et c'est alors que les ravisseurs planifiaient déjà de les conduire de l'autre côté de la frontière camerounaise que ces derniers seront surpris par un commando du centre antiterroriste du bataillon d'intervention rapide. Usant de bravoure et de professionnalisme, les éléments de nos forces spéciales vont réussir, à travers des tirs de précision et de dissuasion, à neutraliser plusieurs terroristes et à libérer l'ensemble des 12 otages qui seront, dans un premier temps, conduits à leur poste de commandement avant d'être transférés à Yaoundé, où ils seront présentés officiellement à la presse et mis à la disposition de leur chef de mission diplomatique. Au moment où l'immense majorité du corps social camerounais salue une fois encore le professionnalisme de nos forces spéciales, dont la réputation est d'ailleurs toute faite, il s'en trouve hélas qui, dans l'opinion, persistent à jouer les rabat-joie à travers quelques officines et réseaux sociaux pour des desseins jusque-là inavoués. Deuxième titre dans l'actualité de ce vendredi sénatorial 2018. Le processus électoral s'est achevé hier jeudi avec la proclamation des résultats donnant le RDPC vainqueur suivi du SIF. Pendant 45 jours, le pays a vibré au rythme de cette élection. Toutes les étapes conduisant à la proclamation des résultats ont été scrupuleusement respectées. Tous les acteurs ont joué le jeu, ce qui témoigne de la maturité de notre démocratie, pourrait-on dire. Tout est bien qui finit bien. Ce proverbe si au sénatorial 2018, dont le processus électoral s'est achevé jeudi par la proclamation des résultats.
à la manœuvre pour la première fois de son histoire, le Conseil constitutionnel. Tout a commencé le 7 février dernier lorsque le président de la République légaliste convoque le corps électoral pour le 25 mars en vue de ces sénatoriales. Le ton est donné. Les parties prenantes entrent en scène. La Direction générale des élections diligente l'organisation du scrutin. Les kits électoraux et autres petits équipements sont acheminés dans les 81 bureaux de vote dans les délais. Les listes du collège électoral sont confectionnées, amendées et enfin dressées de manière définitive. Au total, 10 112 électeurs. Les cartes biométriques sont confectionnées et distribuées à temps. Pendant ce temps, les formations politiques sélectionnent leurs champions. Le 22 février, les 9 partis politiques désireux de prendre part au deuxième sénatorial de l'histoire du Cameroun déposent 42 listes à l'ECAM et dans ses démembrements. Le 19 mars, le Conseil constitutionnel dit le droit en toute liberté. C'est également en toute liberté que les candidats retenus se lancent dans la campagne 15 jours avant le scrutin. Ayant eu vent des menaces qui pesaient sur les élections et principalement sur les conseillers municipaux dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les pouvoirs publics prennent des dispositions adéquates. Mais de manière générale, le scrutin se déroule dans le calme et la sérénité ce 25 mars. Les commissions départementales puis la Commission nationale de recensement général des votes, conduite par Émile Sombet, dresse sereinement le procès verbal de toutes les opérations de vote. PV remis au Conseil constitutionnel le 29 mars en vue de l'ouverture du contentieux post-électoral. L'audience de règlement du 3 avril vide le contentieux post-électoral. Le 5 février, les résultats donnant le RDPC gagnant avec 63 sièges, suivis du SDF 7 sièges, sont proclamés. Entre-temps, l'ECAM et tous les acteurs de la chaîne ont pris... Puis le Cameroun, épure sa dette intérieure sur prescription du chef de l'État. 32 milliards de francs CFA seront distribués aux différents prestataires pour le compte des exercices budgétaires 2016 et antérieurs. La mesure vise non seulement à soutenir la PME locale, mais aussi à rassurer définitivement ses partenaires incontournables de l'État. Oswald Medou. Leur rôle aux côtés de l'État pour le développement du pays est indéniable à plus d'un titre. Aussi, les pouvoirs publics s'assurent-ils que ces prestataires de services, des PME pour l'essentiel, vivent. Et cela passe par l'épurement de leurs dettes. L'objectif final, et le ministre des Finances a beaucoup insisté dessus, c'est de rassurer les opérateurs économiques de la disponibilité du ministère des Finances à les accompagner. Dernièrement, nous avons fait un séminaire sur le financement des PME et tout tournait autour des paiements. Donc il y a accès au niveau des banques et tout, mais il faudrait qu'après l'exécution des travaux, des prestations de l'État, que l'État aussi puisse payer aussi pour leur permettre de se refinancer rapidement. Les restes à payer dont il est question ici, soit 32,5 milliards de francs CFA, résultent d'un audit réalisé pour l'exercice 2016 et ce avant. S'agissant de 2016 et antérieur, le total qui a été audité, validé, donnait 176 milliards. Mais ce n'est pas tous ces montants qui est exigible. C'est pour ça que pour l'instant, il y a 32 milliards qui sont payés. Le reste, c'est des engagements, mais où nous attendons des pièces définitives. Sont concernés pour l'épurement de la dette intérieure les prestataires pour plus de 13 milliards 400 millions de francs CFA, les fonds de contrepartie à hauteur de 9 milliards, ce à quoi il faut ajouter les subventions, les contributions et les personnes physiques. Il s'agit des paiements chronologiques que nous faisons au Trésor. C'est-à-dire actuellement, pour vous donner la situation détaillée, les établissements publics administratifs qui ont des comptes au Trésor sont payés jusqu'à la première décade, c'est-à-dire du mois de décembre 2017. Et les prestataires de l'État sont payés jusqu'au 31 décembre. Ils n'auront pas besoin de venir au Trésor, le virement va être effectué dans leur compte. De quoi rassurer ses partenaires de l'État, dont la survie des activités dépend aussi de la célérité des paiements. Pour les dossiers de 2017, une programmation des paiements a été mise sur pied, avec l'objectif de rattraper progressivement les retards enregistrés dans le paiement des factures des prestataires de l'État et de ses démembrements. Le 3 millième entrepreneur rural formé grâce au projet PCP AFOP a été installé jeudi à Fumban par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Henri Eyébé ici a invité tous les bénéficiaires de ce projet à tirer profit des opportunités agropastorales qu'offre la région de l'Ouest. Reportage André Aristide et Combat, CRTV Ouest.
La région de l'Ouest, considérée comme le grenier du Cameroun de par sa production agricole, a besoin des jeunes bras pour soutenir l'agriculture dite de seconde génération. Pour matérialiser la vision des pouvoirs publics, le projet AFOP, financé par le C2D, a vu le jour pour préparer et insérer la nouvelle génération d'agriculteurs, dont ceux du NUN qui ont reçu des appuis financiers et matériels après leur formation. J'ai embrassé le monde agricole parce que j'avais cet amour de m'insérer dans l'agriculture. Je compte faire dans l'élevage des ovines, plus précisément sur le décès engraisseur. La cérémonie à laquelle a pris part le sultan roi des Bamoun, Ibrahim Bombonjoya, a donné l'occasion au ministre de l'Agriculture et du Développement rural de dire ce qu'il attend de la jeunesse camerounaise. Le gouvernement a mis en place des dispositifs pour les former et les accompagner. Et dans le cas d'espèce, le programme AFOP assure leur formation et la mise à disposition des ressources de première installation. Une visite guidée de la foire agro-pastorale organisée par les agriculteurs du NUN a mis en vitrine les fruits de la véritable richesse du Cameroun, à savoir son agriculture. Promouvoir la culture de la paix par des contenus médiatiques de qualité, c'est l'objet de la campagne que mène l'association Peace Media Awards. La campagne déclinée récemment au cours d'un point de presse va déboucher le 4 mai prochain sur la remise des distinctions aux journalistes qui se sont illustrés dans le domaine de la promotion de la paix. Christian Bachegani. Certains ont choisi de dévoyer le métier de journalisme, confondant liberté et libertinage, permission et permissivité, parole et jactance. Au moment où le Cameroun entame une année électorale charnière et que le pays est toujours confronté à la lancinante hydre du terrorisme et des stigmates de la barbarie, Peace Media Awards entend sensibiliser les journalistes à façonner et à structurer l'opinion publique sur les valeurs de paix et de vivre ensemble. Notre démarche vise donc à sensibiliser tous ceux qui ont la charge de véhiculer des informations, que ce soit en presse écrite, cybernétique ou audiovisuel, à savoir que l'information est bonne, elle peut participer pour développer l'ensemble de l'humanité. Mais l'information peut également être à l'opposé de l'épanouissement de l'homme. Il ne s'agit point d'une invite au déni de la réalité ou à un bâillonnement de la liberté de la presse, mais bien à l'intégration de la déontologie, de l'éthique et surtout de la responsabilité sociale du journaliste dans la consolidation de la paix et de l'état de droit. Nous prenons en compte l'aspect de ceux qui sont sous la sanction du Conseil national de la communication. Nous avons ouvert un deuxième jury, un jury spécialisé pour analyser ce genre de cas. Et dans ce jury, il y a bel et bien un membre du Conseil national de la communication qui siège, ainsi que le représentant du ministère de la Communication. Il va falloir par conséquent exorciser le goût immodéré de certains journalistes et médias au dénigrement, au déferlement de la haine, au scénario d'épouvante et à l'exacerbation des tensions sociales. En plus des distinctions qui seront décernées le 4 mai prochain à Yaoundé aux chevaliers du micro et de la plume, il s'agit aussi de faire du média un vecteur de paix. Une démarche pédagogique sinon objective, du moins nécessaire. Florent Eli Etoga, le tout premier directeur général de la CRTV, sera inhumé demain samedi à Soie. Un dernier hommage lui a été rendu à son domicile de Yaoundé hier. C'était au cours d'une veillée où amis, connaissances et parents sont allés passer une dernière nuit avec la dépouille de cet homme de médias. C'était en présence du directeur général de la CRTV, Serge Atanganabiso. Voilà, papa de retour à la maison pour cette soirée qui t'est dédiée. À mon âge, je peux comprendre, toi, étendu, raide, muet, le silence de la mort qui contraste avec le remue-ménage dans ton jardin. Toi, obsédé de calme, quasi maniaque de la discrétion et de la pudeur, voilà notre intérieur ainsi investi. Ton jardin, malmené par les innombrables allées et venues des veilleurs. Pas de pleureuse, mais une assemblée de priants, focalisée tout d'abord sur le message du prêtre, messe de requiem. Réunis ensuite autour de la projection d'un documentaire qui prétend restituer l'homme et l'œuvre, mais qui déjà est seul, cet homme-là, face à lui-même, et on suppose à Dieu, dans le grand salon là-bas. C'est vraiment étrange. J'ai l'impression de rêver.
et que ce rêve n'est pas une réalité. Il a été plus malade que ça bien avant, où il est entré dans le coma, mais il est toujours ressorti. Papa, fils des gens, papa, l'ami, le frère, papa, le collègue, papa, le patron. Tout ou presque y passe. Ce qui est su comme le jardin secret. Et on a pu inventorier une cinquantaine de partitions. Bon, c'est sûr qu'il y en a plus encore. Il a laissé tellement de partitions qu'on veut faire un recueil de chants. Les chansons, elles sont jouées par le chœur Sandrine de Soa, le village. Ceux qui chantent ont l'âge de tes petits-enfants. Moi, je suis choriste. Et lorsqu'il a su que sa belle-fille était choriste, il m'a fait part de cette passion-là qu'il animait depuis fort longtemps. L'orgue qui a irrigué la création est sous ce fatras, avec les livres déjà confinés, étouffés même, dans un coin de ton bureau. Ça ne doit pas te plaire, papa, mais c'est la vie. Or toi, tu es mort. Je sens un vide en moi. Un vide. Comment nous allons faire pour pouvoir entrer encore dans cette maison? Ça va être difficile. Mais comme il y a maman... Maman, elle est quelque part là-dedans, pour cacher sa peine, se reposer aussi. 53 ans de mariage voient leur terme avec cet homme qui dort. Ce n'est que la veillée funèbre, la première d'un week-end, un long week-end d'obsèques. Florent Elie Toga qui sera donc inhumé demain samedi à Soa, son village natal. Emilia Mondjoa Lifaka, chef de la délégation permanente du comité central du RDPC dans le FACO, vient de séjourner dans les 3 sous-sections RDPC de Bonakanda dans le sud-ouest. C'était en vue de mobiliser les militants pour soutenir la candidature du président de la République Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Roger Samakiporo. La visite de l'honorable Emilia Mondjoa Lifaka était l'occasion pour les militantes et militants des 3 sous-sections de Bonavada de se mettre en ordre de bataille en prélude aux prochaines élections. Bonakanda, c'est l'un des villages dans ma circonscription électorale et c'est tout à fait normal que de temps en temps on vienne, on partage le peu qu'on a, on écoute les doléances. Si de temps en temps on vient vers nos populations, ça les rassure qu'on pense à eux et qu'on est avec eux. Face au public, l'élu du peuple a vanté l'unité et la paix. La paix n'a pas un prix et tout le monde doit être vigilant et tout le monde doit vigilant et tout le monde doit soutenir le RDPC parce que c'est dans le RDPC, c'est avec le RDPC qu'on peut avoir la paix et le développement. Le chef de la délégation permanente du comité central du RDPC dans le FACO n'est pas venu les mains vides. Elle a offert des intrants agricoles et une somme d'1 million de francs CFA aux villageois. Le meeting s'est achevé par une motion de soutien signée des présidents des 3 sous-sections de Bonavada et qui invite le président Paul Biya à se porter candidat à la prochaine présidentielle. L'agenda culturel de ce week-end, l'artiste camerounais Dédié Yango est annoncé ce soir du côté de la FIAC à Douala pour un concert à la demande du public. Et demain, du côté du sud-ouest, où s'ouvre à Limbe le Festival des Arts et de la Culture, Sergio Polo se produira dès 19h au stade communautaire de Limbe. L'agenda culturel déroulé par Barbara Padjama. Dernier show avant le rideau sur la FIAC de Douala ce week-end. Pour terminer en beauté, Dédié Yango va donner une leçon d'amour ce vendredi dès 20h sur le podium du Grand Café de Kamtel Bepanda à Douala. De quoi s'abreuver de douces mélodies. Un autre s'en va, l'autre vient. Cette fois-ci du côté de Limbe, où le lover camerounais Sergio Polo est attendu sur la scène du Festival des Arts et de la Culture de Limbe qui s'ouvre ce samedi 7 avril. Pour le bonheur des habitants de la cité balnéaire, Sergio Polo va distiller ses symphonies dès 19h au stade communautaire de Limbe.
Un tout autre registre dit bénédictin. C'est le grand concert de musique chrétienne qu'offre ce samedi dès 18h la chorale The Lutheran Singers à l'église évangélique et luthérienne du Cameroun de Siméon à Yaoundé. Une prolongation de la Passion du Christ qu'ils ont placée sous le thème « Louer l'Éternel car il est bon ». Le 7e art meuble également ce week-end avec la projection du récent film à succès Black Panthers, prévu ce samedi dès 19h à la salle de cinéma Canal Olympia de Yaoundé. Plaisant week-end à vous. Peintures et sculptures, le vernissage de l'exposition Poste Centrale s'est tenu récemment ici à Yaoundé en présence du ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Mouele-Kombi. Parmi les artistes plasticiens qui ont exposé leurs œuvres, Jean-Michel Dissaké, dont les messages s'articulaient autour du vivre ensemble et de la paix. Christian Bachigane nous balade à travers les tableaux et autres sculptures exposées au Centre international pour le patrimoine culturel et artistique. Un fleuron d'objets d'art visuel et du patrimoine immatériel, une première en Afrique centrale et au Cameroun. Suffisant pour rencontrer l'adhésion du ministre des Arts et de la Culture venu apporter la caution de l'État du Cameroun au projet de Mme Fabiola Ekotaïsi, promotrice du Centre international pour le patrimoine culturel et artistique. Une célébration du génie à travers monts et vaux de la nature qui enchantent les nations et les peuples et deviennent des patrimoines universels qui raffinent et magnifient la création. Il est important que dans notre société, l'on fasse davantage place à la sensualité, à la sensibilité vis-à-vis de l'esthétique et de l'artistique. Les deux artistes exposants du jour, la française Atikine et le jeune Camerounais Jean-Michel Dissaké dévoilent au public une série d'œuvres picturales et sculpturales procédant de la collecte, recyclage et assemblage de matériaux usagés sélectionnés au gré des promenades exploratoires dans la ville de Yaoundé et sa mythique poste centrale. Des moments d'émerveillement, d'apaisement et de fascination de l'esprit qui suscitent chez le visiteur des sentiments de catharsis et de plénitude autour des thèmes comme la paix, l'unité nationale, la famille, Dieu, la protection. Et dans ce foisonnement d'objets disparates, il faut du génie et de la muse pour capter et émerveiller l'esprit commun. Et le génie n'a ni frontières, ni nationalité. En sport, football, le week-end sera marqué par les rencontres de la 5e édition du tournoi de l'UNIFAC et celle de la 13e journée du championnat national MTN Elite One prévue dimanche. Les regards seront également tournés vers Ngaoundéré et Bertois où les finales des Jeux FENASCO Ligue A et B vont rendre leur verdict. L'affiche sportive du week-end déroulée par Jean Cyriac Bessé. Son épilogue ce week-end. Un peu plus de 2000 athlètes de nos lycées et collèges et des ENIEJ participent à cette 20e édition des finales FENASCO Ligue A. Au classement provisoire, la région de l'extrême nord, vainqueur des Jeux l'année dernière à Bouya, domine les débats avec 32 médailles, dont 14 en or. Les tout-petits des écoles primaires du Triangle national, 1240 au total, sont également réunis à Bertois depuis mercredi. C'est dans le cadre de la 13e édition des finales FENASCO Ligue B. L'Ouest caracole en tête du classement temporaire. En football jeune, le 5e tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale UNIFAC se poursuit à Yaoundé. 6 rencontres sont programmées ce week-end au stade militaire et au stade Amadou Ahidjo. En MTN Elite One, les matchs de la 13e journée se disputent dimanche à travers le pays. À suivre à Bamenda, le comportement de Yon Sport Academy et Feuche FC de Ndjiko Banjoun. 2 équipes du sommet du classement. AS Fortuna Dunfou et l'Union sportive de Douala ont rendez-vous au stade militaire de Yaoundé. 7 matchs sur 9 se disputent dimanche pour le compte de la 13e journée. Sport encore, 21e jeu du Commonwealth, 2e jour de compétition à Gold Coast en Australie. L'Australie qui occupe pour le moment la tête du classement général avec 30 médailles, dont 11 en or pour ce qui est de la Team Cameroun. Les nouvelles sont plutôt bonnes. Victoire écrasante du boxeur Wilfried Seyi sur son adversaire de Saint-Lucia. Victoire également de son coéquipier Arsène Fokou qui compétit dans la catégorie de plus de 91 kg. 2 victoires qui redonnent espoir après des débuts difficiles. Retrouvons sur place à Gold Coast Charlie Merinos-Lietou pour les détails.
Début triomphal pour Wilfried Seyi dans ses 22e Jeux du Commonwealth. Face au Sud-Américain Anthony Marvin, il a su jouer de sa percussion et de son agilité pour se qualifier en 16e de finale dans la catégorie des 75 kg. À l'unanimité des juges arbitres, il remporte les 3 rounds, soit 5-0 au décompte final. C'est juste un début, mais déjà significatif pour la suite. Je me suis préparé très durement par rapport à ça. Mes adversaires s'attendaient à un CI léger, plus faible. Mais j'ai travaillé mon poids, j'ai travaillé très durement, travaillé mon endurance et tout, donc je suis prêt pour entrer avec l'or. Porté par un public suffisamment passionné, Arsène Foko a su lui emboîter le pas. Sur ce ring plutôt sympathique, dans la catégorie des plus de 91 kg, il fait parler sa puissance contre Samuel Akei de Tonga. À l'unanimité, les juges font aussi lui accorder leur faveur. Et dans cette aventure qui commence plutôt bien, son chemin semble tout tracé. Je crois que nous avions un projet, c'est la finale et la médaille d'or. Le début a été difficile pour cette compétition. C'est l'entrée en matière qui est souvent dure, mais quand vous êtes déjà dedans, c'est parti. Hein. Au cours de cette Boxing Day, Yannick Azangue n'a pas pu tenir face à la galloise Rosie Eccles, tout comme Simplice Fotsala, plutôt peu expérimenté face au Britannique Yafai Galal. C'est un adversaire que j'ai déjà rencontré et lui, il fait déjà la World Series déjà. Il fait la World Series, pourtant moi je suis encore dans la boxe amateur. Pour la suite samedi, les regards seront portés sur les planchers d'haltérophilie et les parquets de Townsville où les basketteurs camerounais effectuent leur deuxième sortie. Fin de ce journal, je vous en rappelle les principaux titres. Les efforts du Cameroun pour le maintien de la paix dans le golfe de Guinée, salués ce vendredi à l'immeuble Étoile. Le secrétaire exécutif de la commission du golfe de Guinée était reçu en audience par le Premier ministre, Finemon Yang. Le Cameroun a ses premiers sénateurs de la législature de 2018, 70 sénateurs élus dans le respect de la loi et des principes démocratiques. Le bilan du scrutin vous était proposé dans ce journal. Et puis en sport, 21e jeu du Commonwealth à Gold Coast en Australie. On l'a vu tout à l'heure, la Team Cameroun a enregistré ses 2 premières victoires en boxe ce vendredi. Victoire synonyme d'espoir pour les Camerounais. Édition préparée avec la collaboration de Gisèle Onguene et de Marthe Judith Bengono, stagiaire. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Vous serez en compagnie de Irène Zanafouda et de Caroline Okié Anoma. Excellente soirée à tous. À demain 20h30. Bonsoir. Prestations de l'État, que l'État aussi puisse payer aussi pour leur permettre de se refinancer rapidement. Les restes à payer dont il est question ici, soit 32,5 milliards de francs CFA, résultent d'un audit réalisé pour l'exercice 2016 et ce avant. S'agissant de 2016 et antérieur, le total qui a été audité, validé, donnait 176 milliards. Mais ce n'est pas tous ces montants qui est exigible. C'est pour ça que pour l'instant, il y a 32 milliards qui sont payés. Le reste, c'est des engagements, mais où nous attendons des pièces définitives. Sont concernés pour l'épurement de la dette intérieure, les prestataires pour plus de 13 milliards 400 millions de francs CFA, les fonds de contrepartie à hauteur de 9 milliards, ce à quoi il faut ajouter les subventions, les contributions et les personnes physiques. Il s'agit des paiements chronologiques que nous faisons au Trésor. C'est-à-dire actuellement, pour vous donner la situation détaillée, les établissements publics administratifs qui ont des comptes au Trésor sont payés jusqu'à la première décade, c'est-à-dire du mois de décembre 2017. Et les prestataires de l'État sont payés jusqu'au 31 décembre. Ils n'auront pas besoin de venir au Trésor pour le virement va être effectué dans leur compte. De quoi rassurer ses partenaires de l'État, dont la survie des activités dépend aussi de la célérité des paiements. Pour les dossiers de 2017, une programmation des paiements a été mise sur pied, avec l'objectif de rattraper progressivement les retards enregistrés dans le paiement des factures des prestataires de l'État et de ses démembrements.
Le 3 millième entrepreneur rural formé grâce au projet PCP AFOP a été installé jeudi à Fumban par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Henri Eyebe a invité tous les bénéficiaires de ce projet à tirer profit des opportunités agropastorales qu'offre la région de l'Ouest. Reportage André Aristide Comba, CRTV Ouest. La région de l'Ouest, considérée comme le grenier du Cameroun de par sa production agricole, a besoin des jeunes bras pour soutenir l'agriculture dite de seconde génération. Pour matérialiser la vision des pouvoirs publics, le projet AFOP, financé par le C2D, a vu le jour pour préparer et insérer la nouvelle génération d'agriculteurs, dont ceux du NUM qui ont reçu des appuis financiers et matériels après leur formation. J'ai embrassé le monde agricole parce que j'avais cet amour de m'insérer dans l'agriculture. Je compte faire dans l'élevage des ovines, plus précisément sur le décès engraisseur. La cérémonie à laquelle a pris part le sultan roi des Bamoun, Ibrahim Bombonjoya, a donné l'occasion au ministre de l'Agriculture et du Développement rural de dire ce qu'il attend de la jeunesse camerounaise. Le gouvernement a mis en place des dispositifs pour les former et les accompagner. Et dans le cas d'espèces, le programme AFOP assure leur formation et la mise à disposition des ressources de première installation. Une visite guidée de la foire agro-pastorale organisée par les agriculteurs du Noun a mis en vitrine les fruits de la véritable richesse du Cameroun, à savoir son agriculture. Promouvoir la culture de la paix par des contenus médiatiques de qualité, c'est l'objet de la campagne que mène l'association Peace Media Awards. La campagne déclinée récemment au cours d'un point de presse va déboucher le 4 mai prochain sur la remise des distinctions aux journalistes qui se sont illustrés dans le domaine de la promotion de la paix. Christian Bachegani. Certains ont choisi de dévoyer le métier de journalisme, confondant liberté et libertinage, permission et permissivité, parole et jactance. Au moment où le Cameroun entame une année électorale charnière et que le pays est toujours confronté à la lancinante hydre du terrorisme et des stigmates de la barbarie, Peace Media Awards entend sensibiliser les journalistes à façonner et à structurer l'opinion publique sur les valeurs de paix et de vivre ensemble. Notre démarche vise donc à sensibiliser tous ceux qui ont la charge de véhiculer des informations, que ce soit en presse écrite, cybernétique ou audiovisuel, à savoir que l'information est bonne, elle peut participer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal. Les efforts du Cameroun pour le maintien de la paix dans le golfe de Guinée, salués ce vendredi à l'immeuble Étoile. Le secrétaire exécutif de la Commission du golfe de Guinée était reçu en audience par le Premier ministre Philémon Yang. Le Cameroun a ses premiers sénateurs de la législature de 2018, 70 sénateurs élus dans le respect de la loi et des principes démocratiques. Bilan du scrutin dans ce journal. Et puis en sport, 21e jeu du Commonwealth à Gold Coast en Australie. La Team Cameroun a enregistré ses premières victoires en boxe ce vendredi. Le point de la compétition avec nos envoyés spéciaux vers la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Il y avait audience ce jour à l'immeuble Étoile. Le Premier ministre Philémon Yang recevait le secrétaire exécutif de la Commission du Golfe de Guinée. Florentina Adekine est venue dire sa gratitude au gouvernement camerounais pour sa contribution au maintien de la paix dans le Golfe de Guinée. Le compte rendu de Laurentine Bekono. Le golfe de Guinée, réputé pour sa position stratégique, représente l'espace maritime situé à l'ouest du continent africain. Il inclut généralement une dizaine de pays côtiers bordés par l'océan Atlantique. La zone est très riche en ressources halieutiques, pétrolières et gazières, d'où la piraterie maritime qui constitue une menace sérieuse à la paix et à la stabilité. Ainsi présenté, le golfe de Guinée constitue ce que l'on pourrait appeler le domaine de définition de la commission du même nom. Une commission qui va s'occuper de tous les problèmes maritimes
au niveau stratégique, pas opérationnel. Et en incluant les experts des États membres pour discuter de ce problème, pour chercher des résolutions à ce problème, pour que chaque pays membre, même s'ils ne font pas la même chose, au moins ils auront plus ou moins le même niveau d'attaquer ce problème-là. Au regard de son ancrage dans le golfe de Guinée, le Cameroun est appelé à jouer un rôle important. Et la Commission n'en attend pas moins. Le Cameroun nous a donné un grand soutien. On est venu ici d'abord pour remercier le président et le gouvernement du Cameroun pour nous avoir donné ce soutien et aussi pour les encourager de continuer à donner le soutien qu'ils ont déjà donné en participant à toutes nos réunions au niveau approprié. C'est-à-dire si c'est une réunion des experts, il faut qu'on nous envoie des experts qui se connaissent dans la matière qu'on va discuter. Comment s'épanouir dans un pays où ces eaux devenaient dangereuses pour la libre circulation des biens et des personnes? Une préoccupation qui a alimenté cette audience avec le Premier ministre Philémon Ouyan. La secrétaire exécutive de la Commission du Golfe de Guinée a également partagé l'intérêt commun que portent tous les États membres de la CGG et renforcé la confiance mutuelle favorable au développement et au maintien du climat sécuritaire. Le secrétaire exécutif de la Commission du Golfe de Guinée qui prenait part jeudi à la deuxième session ordinaire de la réunion des hauts responsables du Centre interrégional de coordination, réunion qui a abouti à de nombreuses résolutions visant l'opérationnalisation effective et efficiente de cette institution qui a pour mission principale la sécurisation des espaces maritimes dans le Golfe de Guinée. Les détails avec Pierre Evembe. Né au sommet de Yaoundé en 2013 sous le leadership et l'engagement constant pour la paix et la sécurité internationale du président Paul Biya, le Centre interrégional de coordination CIC est au garde à vous pour sa montée en puissance dans ses missions de sécurisation des espaces maritimes au Golfe de Guinée. Il faut se féliciter que le directeur général actuel quand même du CIC ait pu avec un minimum de moyens fonctionner quand même plus de, je dirais, 12 mois presque, pour un budget qui était prévu pour 6 mois. Ce qui nous a donné le temps, peut-être, de prendre les dispositions, surtout en cette période de crise, pour pouvoir organiser nos différentes réunions. Un vent chaud et nouveau souffle désormais dans l'évolution de l'opérationnalisation du CIC, avec ce passage de témoin à la tête de la traditionnelle réunion annuelle des hauts responsables. Le secrétaire général de la CEAC, son Excellence Ahmad Alammi, remet le maillet au général Francis Awagbe Béanzin, représentant la CEDEAO pour une poursuite aux couleurs de l'Afrique de l'Ouest de l'action coalisée contre le crime organisé en mer. Je prends, moi, l'engagement en tant que président de la réunion annuelle des hauts responsables du CIC de faire très rapidement cette réunion-là, des bailleurs de fonds. Ils sont très nombreux que nous devons mettre ensemble pour que des objectifs communs de sauvegarde de nos côtes maritimes soient réalisés. Là où les espaces maritimes sont sécurisés, le développement suit. Le Centre interrégional de coordination entend montrer ce que les États africains sont capables de faire dans la protection de leurs propres espaces. Le 2 avril dernier, 12 touristes italiens et suisses étaient enlevés dans la région du sud-ouest par des individus armés avant d'être libérés quelques heures plus tard à la suite d'une intervention salutaire des forces de défense et de sécurité. Au moment où l'immense majorité des compatriotes saluent l'heureux dénouement de cette prise d'otage, une polémique agite certains médias et réseaux sociaux, une polémique qui remet en question et en cause la bravoure des forces de défense spéciales et l'évidence même de cette prise d'otage. Yves-Marc Mediou. Les 12 touristes italiens et suisses, fraîchement tirés des griffes de leurs ravisseurs et qui, tout sourire, posent pour la postérité aux côtés de leur libérateur au poste de commandement du Bir en Manfé dans le sud-ouest. Des clichés qui marquent le happy end d'un scénario catastrophe projeté par des criminels qui écument cette partie du pays depuis quelque temps. Des images surtout qui viennent balayer d'un revers de la main une polémique volontairement créée et entretenue par quelques-uns pour remettre en question l'opération militaire menée le 2 avril dernier dans le sud-ouest
par nos forces spéciales et pire, à questionner l'évidence même de cette prise d'otage dont on salue aujourd'hui l'heureux dénouement. Pourtant, de sources dignes de foi, les choses n'auront pas été simples. Entrés régulièrement dans notre pays à partir de la localité des Coques, frontalière du Nigeria, les 12 touristes vont décider, sans solliciter une escorte de protection, de se rendre dans les lacs jumeaux situés à proximité de l'arrondissement de Ngouti. Et c'est durant leur trajet qu'ils seront interpellés par une bande d'individus armés et cagoulés dans un bosquet menant au village Mungondor. Sous la menace d'armes à feu, ils seront conduits dans ce village par leurs ravisseurs qui vont par la suite procéder à leur identification et à la confiscation de leurs biens, clés de voiture et documents officiels. Et c'est alors que les ravisseurs planifiaient déjà de les conduire de l'autre côté de la frontière camerounaise que ces derniers seront surpris par un commando du centre antiterroriste du bataillon d'intervention rapide. Usant de bravoure et de professionnalisme, les éléments de nos forces spéciales vont réussir à travers des tirs de précision et de dissuasion pour développer l'ensemble de l'humanité. Mais l'information peut également être à l'opposé de l'épanouissement de l'homme. Il ne s'agit point d'une invite au déni de la réalité ou à un bâillonnement de la liberté de la presse, mais bien à l'intégration de la déontologie, de l'éthique et surtout de la responsabilité sociale du journaliste dans la consolidation de la paix et de l'état de droit. Nous prenons en compte l'aspect de ceux qui sont sous la sanction du Conseil national de la communication. Nous avons ouvert un deuxième jury, un jury spécialisé pour analyser ce genre de cas. Et dans ce jury, il y a bel et bien un membre du Conseil national de la communication qui siège, ainsi que le représentant du ministère de la Communication. Il va falloir par conséquent exorciser le goût immodéré de certains journalistes et médias au dénigrement, au déferlement de la haine, au scénario d'épouvante et à l'exacerbation des tensions sociales. En plus des distinctions qui seront décernées le 4 mai prochain à Yaoundé aux chevaliers du micro et de la plume, il s'agit aussi de faire du média un vecteur de paix, une démarche pédagogique sinon objective, du moins nécessaire. Florent Eli Etoga, le tout premier directeur général de la CRTV, sera inhumé demain samedi à Soie. Un dernier hommage lui a été rendu à son domicile de Yaoundé hier. C'était au cours d'une veillée où amis, connaissances et parents sont allés passer une dernière nuit avec la dépouille de cet homme de médias. C'était en présence du directeur général de la CRTV, Serge Atangana-Bissou. Voilà, papa de retour à la maison pour cette soirée qui t'est dédiée. À mon âge, je peux comprendre, toi, étendu, raide, muet, le silence de la mort qui contraste avec le remue-ménage dans ton jardin. Toi, obsédé de calme, quasi maniaque de la discrétion et de la pudeur, voilà notre intérieur ainsi investi. Ton jardin, malmené par les innombrables allées et venues des veilleurs. Pas de pleureuses, mais une assemblée de priants, focalisée tout d'abord sur le message du prêtre, messe de requiem. Réunis ensuite autour de la projection d'un documentaire qui prétend restituer l'homme et l'œuvre, mais qui déjà est seul, cet homme-là, face à lui-même, et on suppose à Dieu, dans le grand salon là-bas. C'est vraiment étrange. J'ai l'impression de rêver et que ce rêve n'est pas une réalité. Il a été plus malade que ça bien avant, où il est entré dans le coma, mais il est toujours ressorti. Papa, fils des gens, papa, l'ami, le frère, papa, le collègue, papa, le patron. Tout ou presque y passe. Ce qui est su comme le jardin secret. Et on a pu inventorier une cinquantaine de partitions. Bon, c'est sûr qu'il y en a plus encore. Il a laissé tellement de partitions qu'on veut faire un recueil de chants. Les chansons, elles sont jouées par le chœur Sandrine de Soie, le village. Ceux qui chantent ont l'âge de tes petits-enfants. Moi, je suis choriste. Et lorsqu'il a su que sa belle-fille était choriste, il m'a fait part de cette passion-là qu'il animait depuis fort longtemps. L'orgue qui a irrigué la création est sous ce fatras, avec les livres déjà confinés, étouffés même,
dans un coin de ton bureau. Ça ne doit pas te plaire, papa, mais c'est la vie. Or toi, tu es mort. Je sens un vide en moi. Un vide. Comment nous allons faire pour pouvoir entrer encore dans cette maison? Ça va être difficile. Mais comme il y a maman... Maman, elle est quelque part là-dedans, pour cacher sa peine. A neutralisé plusieurs terroristes et a libéré l'ensemble des 12 otages qui seront, dans un premier temps, conduits à leur poste de commandement avant d'être transférés à Yaoundé, où ils seront présentés officiellement à la presse et mis à la disposition de leur chef de mission diplomatique. Au moment où l'immense majorité du corps social camerounais salue une fois encore le professionnalisme de nos forces spéciales, dont la réputation est d'ailleurs toute faite, il s'en trouve hélas qui, dans l'opinion, persistent à jouer les rabat-joie à travers quelques officines et réseaux sociaux pour des desseins jusque-là inavoués. Deuxième titre dans l'actualité de ce vendredi sénatorial 2018. Le processus électoral s'est achevé hier jeudi avec la proclamation des résultats donnant le RDPC vainqueur suivi du SIF. Pendant 45 jours, le pays a vibré au rythme de cette élection. Toutes les étapes conduisant à la proclamation des résultats ont été scrupuleusement respectées. Tous les acteurs ont joué le jeu, ce qui témoigne de la maturité de notre démocratie, pourrait-on dire. Tout est bien qui finit bien. Ce proverbe si au sénatorial 2018, dont le processus électoral s'est achevé jeudi par la proclamation des résultats. À la manœuvre, pour la première fois de son histoire, le Conseil constitutionnel. Tout a commencé le 7 février dernier lorsque le président de la République légaliste convoque le corps électoral pour le 25 mars en vue de ces sénatoriales. Le ton est donné. Les parties prenantes entrent en scène. La Direction générale des élections diligente l'organisation du scrutin. Les kits électoraux et autres petits équipements sont acheminés dans les 81 bureaux de vote dans les délais. Les listes du collège électoral sont confectionnées, amendées et enfin dressées de manière définitive. Au total, 10 112 électeurs. Les cartes biométriques sont confectionnées et distribuées à temps. Pendant ce temps, les formations politiques sélectionnent leurs champions. Le 22 février, les 9 partis politiques désireux de prendre part au deuxième sénatorial de l'histoire du Cameroun déposent 42 listes à l'ECAM et dans ses démembrements. Le 19 mars, le Conseil constitutionnel dit le droit en toute liberté. C'est également en toute liberté que les candidats retenus se lancent dans la campagne 15 jours avant le scrutin. Ayant eu vent des menaces qui pesaient sur les élections et principalement sur les conseillers municipaux dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les pouvoirs publics prennent des dispositions adéquates. Mais de manière générale, le scrutin se déroule dans le calme et la sérénité ce 25 mars. Les commissions départementales puis la Commission nationale de recensement général des votes, conduite par Émile Sombet, dresse sereinement le procès verbal de toutes les opérations de vote. PV remis au Conseil constitutionnel le 29 mars en vue de l'ouverture du contentieux post-électoral. L'audience de règlement du 3 avril vide le contentieux post-électoral. Le 5 février, les résultats donnant le RDPC gagnant avec 63 sièges, suivis du SDF 7 sièges, sont proclamés. Entre-temps, l'ECAM et tous les acteurs de la chaîne ont pris... Puis le Cameroun, épure sa dette intérieure sur prescription du chef de l'État. 32 milliards de francs CFA seront distribués aux différents prestataires pour le compte des exercices budgétaires 2016 et antérieurs. La mesure vise non seulement à soutenir la PME locale, mais aussi à rassurer définitivement ses partenaires incontournables de l'État. Oswald Medou. Leur rôle aux côtés de l'État pour le développement du pays est indéniable à plus d'un titre. Aussi, les pouvoirs publics s'assurent-ils que ces prestataires de services, des PME pour l'essentiel, vivent. Et cela passe par l'épurement de leurs dettes. L'objectif final, et le ministre des Finances a beaucoup insisté dessus, c'est de rassurer les opérateurs économiques de la disponibilité du ministère des Finances à les accompagner. Dernièrement, nous avons fait un séminaire sur le financement des PME et tout tournait autour de paiement. Donc il y a accès au niveau des banques et tout, mais il faudrait qu'après l'exécution des travaux,